Bonjour Lola, Bonjour. je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir que vous ayez accepté notre invitation. Et puis voilà, on va parler un petit peu de la responsabilité sociale du Qatar. Mhm. Quelle a été sa réaction pendant le mondial par rapport à ces responsabilités? Mais bon, d'abord avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous et votre travail à Amnesty International? Je suis ce qu'on appelle chargée de plaidoyer à Amnesty International à la section française. Donc, mon travail est vraiment de faire en sorte que les dirigeants, nos cibles de travail, prennent en compte nos recommandations sur les questions des droits humains. Et donc, là, j'ai été particulièrement en charge des questions des droits humains au Qatar, dans le cadre de tout le travail qu'on va faire sur les droits économiques et sociaux. Et donc là, concrètement, sur la question du droit du travail, des droits des travailleurs migrants au Qatar, puisque Amnesty International, au niveau mondial, travaille sur la question des droits des travailleurs migrants au Qatar depuis plus de 10 ans. Ça date même d'avant presque 2010, le moment où le Qatar obtient l'organisation du mondial, et ça s'est concrétisé par de nombreux travaux de recherche entre 2010 et aujourd'hui. D'accord. Et puis ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler beaucoup des droits humains et plus particulièrement on va commencer par parler des droits des travailleurs. Alors c'est vrai, c'était un sujet qui a fait polémique dans les médias, ce qui a amené le Qatar à aussi promulguer de nouvelles lois, comme par exemple la semaine de 60 heures, le nouveau salaire minimum à 250 euros 1000 rials, s'il était environ à 170 euros avant, et puis aussi l'abolition de la kafala. Donc ça c'était sur le papier, mais est-ce que dans la réalité, est-ce que sur le terrain, ces promesses se sont traduites par de réelles avancées? Mais ce qui est intéressant de voir, c'est de se dire que oui, il y a eu des améliorations sur le papier, mais il faut se rendre compte que ces améliorations, on les a eues après des années de campagne, après des années où on a publié nos travaux de recherche, a engagé un dialogue avec le Qatar, mais aussi avec la FIFA, on y reviendra. Mais l'idée était vraiment de dire oui, il faut que des lois soient mises en place. Et donc quand on a publié notre premier gros rapport en 2013 sur la question des travailleurs migrants au Qatar, les premières lois qui sont promulguées arrivent à peu près 3 ans plus tard, parce qu'en fait, le message n'est pas tout de suite entendu. C'est pas immédiatement que le Qatar va réagir face au rapport d'Amnesty, mais aussi de Human Rights Watch. Et donc, en fait, c'est parce qu'on a fait campagne, parce qu'on a mobilisé et qu'on a informé les gens sur cette situation-là, que le Qatar a réagi. Donc oui, il a promulgué des lois sur le papier, on pourrait se dire, voilà, il y a des améliorations, c'est super, mais en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ces lois ne sont pas assez mises en place, et qu'en fait, là, le système de kafala n'existe plus, qui était donc un système où les travailleurs étaient complètement sous la mainmise des employeurs. Et ce qui est important, c'est de se voir qu'aujourd'hui, sur le papier, ce système n'est plus en place, mais en fait, des travailleurs sont toujours en fait confrontés à de très grandes difficultés lorsqu'ils souhaitent changer d'emploi ou même lorsqu'ils souhaitent quitter le pays. Et on a encore des situations de confiscation de passeport, c'est-à-dire des travailleurs qui voient leur passeport confisqué par leur employeur et qui donc évidemment ne sont pas libres de leur mouvement. Donc on voit bien que là on est dans une situation qui reste dramatique pour nombre de travailleurs migrants, et ce système de kafala, il y a encore des restes qui sont encore en vigueur. D'accord, donc des changements sur le papier, mais finalement, on a encore du mal à vraiment faire rentrer ces changements dans la culture qatari et sur le terrain. On a aussi parlé d'un changement au niveau du salaire minimum, mais on avait beaucoup de défauts de paiement. Est-ce que vous avez aussi des informations vis-à-vis de ça? On en a beaucoup parlé dans la presse, beaucoup d'ouvriers se plaignaient. D'ailleurs, un fonds spécial a été mis en place par une des filiales de l'ONU pour le travail, la filière qui est sur place. Est-ce que finalement, il y a eu réparation? Est-ce que tous ces travailleurs ont pu recevoir tout simplement la prime et l'argent qu'ils méritaient par rapport à ce qu'ils ont fait? Alors, oui, pendant des années, on s'est beaucoup mobilisé sur la question des salaires non versés. C'est-à-dire que c'est des personnes qui juste ne percevaient pas leur salaire. Et ça, c'était pas une fois ou 2 fois, mais pendant des mois, ne percevaient pas de salaire. Il faut bien se rendre compte qui sont les personnes qui sont au Qatar. On parle d'hommes, en grande majorité, qui ont quitté leur famille, qui sont restés soit en Asie du Sud-Est, on a beaucoup parlé du Bangladesh, du Népal, mais aussi d'Afrique. On a des personnes qui viennent du Kenya ou d'Afrique du Nord. Et pour certains, leurs familles survivent grâce à l'argent qu'ils leur envoient tous les mois. Donc en fait, il faut se rendre compte que le salaire non versé a un impact terrible sur évidemment le travailleur lui-même, mais aussi leur famille qui restée dans le pays d'origine, puisqu'ils dépendent, ils survivent grâce à l'argent qui est envoyé tous les mois. Donc on s'est mobilisé sur la question des salaires non versés. Le Qatar s'est beaucoup targué en disant voilà, on a mis en place un fonds
pour justement compenser les travailleurs dont le salaire n'a pas été versé. On voit bien qu'en fait, il y a de nombreuses limites en fait, au fonds qui a été mis en place par le Qatar, puisque en fait, ça ne concerne qu'un certain nombre de travailleurs. Par exemple, tous les travailleurs qui sont après retournés dans leur pays d'origine ne peuvent pas solliciter ce fonds. Donc en fait, il y a de nombreuses limites pour accéder au fonds du Qatar, d'où le fait que nous, on a eu notre demande qui était le fait de dire que ce fonds n'est absolument pas suffisant. On doit mettre en place quelque chose d'une beaucoup plus grande envergure et qui doit couvrir l'ensemble des violations des droits qui ont eu lieu depuis 2010. D'où le fait de notre demande avec d'autres organisations qui était l'idée de mettre en place un fonds d'indemnisation pour les travailleuses et les travailleurs migrants, financé en grande partie par la FIFA. Mais donc, oui, c'est vraiment intéressant. Et ce fonds d'indemnisation, on peut y revenir, un fonds d'indemnisation donc pour les salaires non versés ou pour les travailleurs qui sont d'ailleurs décédés. D'ailleurs, on peut aussi un petit peu en parler, des conditions de travail sur le terrain. Et puis ensuite revenir sur ce fonds et d'abord parler. Alors, on a entendu des milliers de morts, on a entendu 6500, on a entendu plusieurs chiffres. Mais finalement, quelles étaient les conditions de travail et quelles ont été les conséquences de ces conditions sur les chantiers? Et puis ensuite aussi revenir à ce fonds dont vous nous parliez. La situation au Qatar, en 2010, il y a eu les chantiers de bâtiments, puisque c'est la construction des stades. On le sait bien, il fallait tout d'un coup voir surgir ces nombreux stades qui devaient voir le jour. Donc ça voulait dire une main-d'œuvre plus importante qui devait se rendre au Qatar pour fournir de main-d'œuvre à la construction de toutes ces infrastructures. Donc on a eu, d'ailleurs, en 2010, on est à peu près 1 million de travailleurs migrants. Aujourd'hui, on a le double, parce qu'il y avait ce besoin de construction. On parle des stades, mais c'est aussi plein d'autres infrastructures. C'est aussi les hôtels, le métro et tout ce dont on avait besoin pour l'organisation du mondial en décembre dernier. On a des conditions de travail qui sont extrêmement difficiles, déjà à cause des conditions climatiques. Il faut se rendre compte que c'est un pays où il fait extrêmement chaud. Extrêmement chaud, c'est que ça peut atteindre 45 voire 50 degrés. Et des personnes qui travaillent sur des chantiers, ils travaillent dehors. Donc, c'est aussi des conditions climatiques extrêmement difficiles avec un taux d'humidité terrible, ce qui met aussi en situation de très grand danger aussi les travailleurs qui sont sur ces chantiers. Est-ce qu'il y a eu d'ailleurs à ce propos des aménagements d'horaire? Parce qu'on s'imagine travailler dans le métro de Doha sous une chaleur écrasante sans aucun air, comme vous disiez, c'est impossible. Est-ce que donc, les autorités ont mis ça en place? On a eu des améliorations, notamment suite à un rapport qu'Amnesty a sorti il n'y a pas si longtemps, c'était en 2021. Donc, on est sur des législations très, très récentes. Ils ont pris en compte, juste avant la Coupe du Monde, ils ont mis en place des législations pour se dire « regardez, tout va très bien ». Et donc, en fait, oui, qui ont permis en fait, de limiter les horaires, notamment en été, et de permettre à ce qu'ils aient plus accès à des pauses pour toutes les personnes qui travaillent sur les fortes chaleurs. Sauf que les législations qui ont été adoptées sont encore une fois pas satisfaisantes pour nous. Notamment, exemple très concret, un salarié doit solliciter une pause lorsqu'il le souhaite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une obligation de pause, c'est au salarié de demander à l'employeur. Or, connaissant, et on peut imaginer aussi la situation des relations entre un salarié et son employeur, c'est très compliqué de négocier, d'aller voir son employeur lorsqu'il y a une mainmise très forte pour lui demander d'avoir une pause parce qu'il ne se sent pas très bien. Donc, on a la question des très fortes chaleurs qui a entraîné en fait des décès. Amnesty, on n'a pas amené des chiffres pour dire combien de personnes sont décédées à cause des conditions de travail au Qatar. On sait que des milliers de personnes sont mortes puisqu'il y a des milliers de décès qui demeurent inexpliqués. Inexpliqué puisqu'il n'y a pas d'enquête menée de manière assez approfondie lorsqu'il y a un décès qui permet d'identifier les causes de ce décès. Et c'est bien là une des grosses lacunes du gouvernement du Qatar, c'est l'absence d'enquête qui permet d'identifier pourquoi une personne est morte et quel lien il peut y avoir entre le décès de la personne et ses conditions de travail. Ouais, c'est vrai que sur les certificats de décès, c'était souvent la même raison, insuffisance cardiaque ou ce genre de choses, mais finalement, jamais d'enquête poussée. Tout à fait. Et pas d'enquête veut dire pas d'indemnisation. Et donc, des familles qui sont restées dans le pays d'origine, qui sont aussi contraintes quelquefois de s'endetter simplement pour faire rapatrier le corps de leur proche qui est décédé.
Et donc voilà, ça nous mène directement à la question du fonds d'indemnisation. Donc tout à l'heure, vous nous avez parlé d'un fonds d'indemnisation aussi pour les salaires non versés. Est-ce que ce serait 2 fonds d'indemnisation différents, finalement, un pour les salaires non versés et un pour les familles endeuillées, ou est-ce que ce serait un fonds qui regrouperait ces 2 cas de figure? Pour nous, c'est l'idée de se dire il faut que les travailleurs dont les droits ont été violés obtiennent réparation. Et la FIFA doit payer. C'est-à-dire pour nous, c'était sur ces 2 volets. C'est-à-dire que l'ensemble des travailleurs dont les droits ont été violés depuis 2010 doivent obtenir réparation. Il doit y avoir un effet rétroactif par rapport à la Coupe du Monde et qu'on ne s'arrête pas juste en 2022 ou 2023, mais qu'on regarde bien en arrière, qui doit couvrir à la fois les décès qui demeurent inexpliqués, c'est-à-dire qu'il y ait des enquêtes qui soient menées, qu'on puisse indemniser les familles des proches décédés. Ça doit couvrir les salaires non versés de manière globale depuis 2010, même pour les personnes qui sont retournées depuis dans leur pays d'origine. Ça doit couvrir également les frais de recrutement illégaux, puisqu'en fait la plupart des travailleurs qui sont au Qatar ont dû quelquefois s'endetter auprès d'agences de recrutement simplement pour venir travailler au Qatar. Ce système est illégal, même au niveau de la législation du Qatar, pourtant il est toujours en place. Et c'est terrible puisque donc les travailleurs sont complètement pieds et mains liés avec ce système-là, puisque quelquefois pendant 1 an, ils doivent simplement rembourser les frais de recrutement sur lesquels ils sont endettés auprès de ces agences. Et donc pour nous, ce fonds d'indemnisation doit aussi couvrir les frais de recrutement illégaux que les travailleurs ont dû payer pour se rendre au Qatar. Donc en fait, ça doit couvrir l'ensemble des violations des droits qui ont eu lieu au Qatar depuis 2010. Et pour nous, la FIFA est responsable de ce qui s'est passé et ce qui se passe toujours au Qatar, puisqu'elle avait évidemment connaissance de la situation terrible des violations des droits dans le pays lorsqu'elle a donné au Qatar l'organisation du mondial. Elle savait pertinemment quelle était la situation. Et pour nous, elle a violé des droits et elle a mis fin... C'est-à-dire qu'il y a eu oui, ses responsabilités est engagée, puisque au niveau des Nations Unies, il y a ce qu'on appelle les principes directeurs des Nations Unies du respect des entreprises et des droits humains. Et la FIFA, en tant qu'entreprise commerciale, a des responsabilités par rapport à ce qui s'est déroulé, ce qui se déroule au Qatar. Elle devait anticiper les potentielles violations des droits et les atténuer. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. De plus, on sait que la FIFA a engendré près de 7 milliards de revenus grâce à cette Coupe du Monde. Et donc, pour nous, c'était essentiel qu'elle puisse investir un certain montant pour donner réparation aux travailleurs dont les droits ont été violés. Oui, donc voilà, comme vous l'avez dit, c'est normal, la FIFA a sa responsabilité engagée, donc doit réagir. D'ailleurs, en octobre, elle avait parlé de pourparlers qui étaient en cours. Finalement, en 3 ou 4 mois, où on en est maintenant, finalement, parce que nulle part. On n'en parle plus. C'est ça qui est inquiétant, c'est que nous, évidemment, pour nous, la Coupe du Monde est un moyen de mettre la lumière sur ces situations-là. On pensait que la FIFA et certains même dirigeants au niveau de la FIFA nous avaient dit qu'ils allaient s'engager sur ce fonds d'indemnisation. On s'attendait à ce que Gianni Infantino le fasse, et pourtant, la FIFA a décidé de ne pas le faire, de ne pas s'engager sur la question de l'indemnisation. Or, cela aurait été vraiment quelque chose d'important dans le fait de dire que voilà, une organisation sportive d'une telle ampleur s'engage sur la question des droits humains et se rend bien compte que l'organisation d'un tournoi comme la Coupe du Monde peut engendrer des violations de droits humains. Donc, il y aurait quelque chose d'exemplaire dans l'organisation d'un événement historique et le fait de dire qu'on donne réparation aussi aux violations des droits qui ont lieu dans le pays. Or, la FIFA n'a pas souhaité s'engager à ce sujet. Des fédérations nationales s'étaient engagées pour dire qu'elles soutenaient notre demande de fonds d'indemnisation. Des fédérations européennes, on a eu l'Allemagne, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique qui sont engagées. Et nous, au niveau français, la Fédération française de football a un moment pris la parole en disant qu'elle soutenait cette demande, parce qu'on a dû batailler pendant des mois avec la fédération et ça a été extrêmement compliqué, les relations d'Amnesty avec la Fédération française de football qui n'a pas souhaité nous recevoir pendant de nombreux mois et les relations étaient très tendues avec la fédération.
à ce moment-là, elle était vice-président, M. Diallo avait pris position en disant que la fédération soutenait cette demande de fonds d'indemnisation, mais il l'a dit une fois, il ne l'a pas redit 2 fois. Il n'y a pas eu de prise de position pendant la présence de l'équipe de France au Qatar sur la question des droits humains. Et donc pour nous, voilà, c'était regrettable parce que la fédération avait justement un rôle à jouer pour prendre la parole et s'emparer de ce sujet-là et dire que la France et la fédération française avaient en tout cas une envie de s'engager de manière plus active sur la question des droits humains. Donc voilà, c'est des paroles qui ont été classées finalement sans suite. Tout à fait. Donc et pour l'instant, est-ce qu'il y a encore un petit espoir de voir ce fonds naître un jour ou... En tout cas, on va continuer. Prochainement, il y aura un nouveau congrès de la FIFA, même si on sait très bien que ce sera Gianni Infantino qui est seul candidat à sa succession, qui sera là. Mais pour nous, évidemment que la situation continue, puisque les travailleurs migrants continuent d'être présents au Qatar et de subir de nombreuses violations de droits. Donc nous, quoi qu'il arrive, Coupe du Monde ou pas Coupe du Monde, nous, on va continuer notre travail d'interpellation du gouvernement du Qatar, de la FIFA, qui a toujours sa responsabilité sur ce qui s'est passé, et pour demander justement qu'il y ait réparation pour les travailleurs migrants. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été là aujourd'hui et Merci puis de nous avoir éclairé sur cette question des droits humains au Qatar.